on peut avancer. Quelle est ta troisième stat du jour à nous proposer pour les Golden State Warriors 2024? Alors, ma troisième stat, c'est encore un on-off, c'est plus 6,2. Et c'est le on-off de Brandin Podziemski. Et en fait, ce qui est intéressant, je pense, avec cette stat, aussi, c'est de la mettre avec le on-court, plus 5,3 quand Brandin Podziemski, donc le rookie de Santa Clara, enfin, pas de Santa Clara, des Warriors, mais qui était à Santa Clara, pardon, l'an dernier. Il est surtout à mettre, je trouve, en perspective avec celui de Klay Thompson, qui est de moins 4,5. Donc, en fait, je voulais parler un peu des deux joueurs et finalement, on l'a dit, on a eu une transformation avec Kuminga et Podziemski à la place un peu, on va dire, dans le 5 majeur de Klay et Kevin Looney. Et donc, un peu expliquer pourquoi finalement on a ces chiffres cet écart si important quand Brandin Podziemski est sur le terrain. Et c'est vrai que je trouve que c'est le role player un peu parfait ou presque. Enfin, il n'est pas parfait évidemment, mais le profil a beaucoup plus de sens et de valeur qu'un Klay Thompson vieillissant. Déjà, je pense que le point central, c'est la défense. On en a beaucoup parlé, mais en revoyant pas mal de matchs, Klay Thompson, c'était vraiment enfin, il a fait une saison défensive catastrophique. Off-ball, on-ball, le play-in, quasiment toutes les premières actions des Kings démarrent par des actions où on cible Klay Thompson off-ball et où il se fait prendre dans l'écran, où il fait pas la rotation et Keegan Murray commence fort le match parce qu'il a des tirs ouverts, des drives, etc. Et là où Brandin Podziemski, on en avait parlé, je pense pendant l'hebdo parce que c'était un peu une des histoires de la saison et il avait notamment fait un super match dans un super match qui était le Celtics Warriors, qui était vraiment des meilleurs matchs de la saison. Mais voilà, il y a ce côté, on va dire, défensivement off-ball qui est bien meilleur. On-ball, il a pas un très grand spectre, mais c'est bon, il est capable d'être on-ball. Et surtout, offensivement, il a ce côté, je trouve, beaucoup plus connecteur et beaucoup plus dynamique, où il est capable de jouer des pick and roll, notamment, par exemple, on l'a pas trop vu, mais il pourrait dans la théorie jouer des pick and roll avec Stephen Curry en poseur d'écran. Il peut jouer du short roll, il peut faire plein de choses et il amène de la transition. Et donc, je trouve que ce chiffre, il montre bien à quel point finalement Brandin Podziemski, qui est pas un joueur incroyable, mais de par son simple profil en fait. Et je pense que c'était surtout ça avec les Warriors. Il y avait une question de le profil de Klay Thompson, en tout cas le niveau de Klay Thompson. Finalement, il était plus assez bon et le remplacer par un joueur qui est finalement pas incroyable avec Brandin Podziemski, mais qui a un profil qui colle beaucoup mieux avec ce dont tu avais besoin, cette défense et cette attaque, et ben ça donne des chiffres de on-off assez importants avec Podziemski. Ouais, c'est ça. C'est plus pour moi une question de niveau que de profil, en tout cas, parce que tu vois, le vrai Klay Thompson, le fit est parfait. C'est juste que dans son rôle, il est plus aussi bon. Mais alors, redis du coup les chiffres précis, redis-les une deuxième fois si tu veux bien. Ouais. Alors, Brandin Podziemski a plus 6,2 de on-off. Ouais, donc plus 6 points par 100 possessions, ok. Voilà. Et quand il est sur le terrain, l'équipe est à plus 5,3 de net rating. Ouais. Et Klay Thompson est à moins 4,5 de on-off. Il me semble que c'est ça. Attends, ouais, c'est ça, moins 4,5. Et le net rating quand il est sur le terrain était de, pardon pour la petite, était de plus 0,4. Le on court. Donc okay. Voilà. Est-ce que tu as fait un pari avec Azad pour me tester et dire le plus de net rating individualisé possible pour m'énerver ou pas? Non. Non, moi je suis pas fan sur ce genre de chiffres individualisés parce que la corrélation est peut-être pas assez grande entre le joueur et enfin la présence du joueur et le chiffre, mais non mais l'idée, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, effectivement, ce côté où en fait plus généralement Podziemski a fait beaucoup de bien avec alors même si lui, on pourra en reparler aussi, ou on peut le faire maintenant, mais il y a peut-être aussi quelques, tu vois, en termes d'efficacité générale, par exemple Podziemski, on est quand même pas bon du tout, quoi. Encore pour l'instant, je crois qu'il est à moins 7, moins 8% d'efficacité par rapport à la moyenne, ce qui est quand même pas mal. Mais non, il y a un aspect de
je pense, de défense collective surtout, que j'aime beaucoup chez lui, au-delà du côté connecteur en attaque qu'on connaît, hein, c'est-à-dire toujours en train de bouger, toujours en train de fluidifier le jeu, les cuts, et puis les cuts avec ballon, ou les cuts en faisant une passe aussi, voilà, extra passe, etc. Donc il fait beaucoup de bien en attaque, mais en défense aussi, il y a ce côté intelligence de jeu, placement, toujours pas mal, parce que c'est vrai que sur l'homme, alors il est actif, il est compétent, mais il a aussi des limitations. Il n'a pas un spectre qui va très haut, quoi, en termes de taille, à cause de sa taille et son envergure de bras qui sont pas géniales. Mais voilà, ça peut être un mec, comme on dit, au point d'attaque, sur des meneurs ou des arrières, qui est très compétent. Et globalement, de l'autre côté, je pense qu'on peut aussi basculer sur un peu la conversation Klay Thompson. Moi, j'avais noté un chiffre qui était 99, qui était son true shooting plus, en fait. Donc, true shooting plus, qu'est-ce que c'est? L'efficacité relative à la moyenne au scoring individuel. Donc, 99, on fixe la moyenne à 100, ça veut dire que le chiffre est 1% plus bas que la moyenne. Donc, bref, il est au niveau de la moyenne, grosso modo. Je peux te dire aussi ces chiffres depuis son retour de blessure, qui sont 97, donc moins 3% par rapport à la moyenne, pour aller arriver à 100. 99 et 99. Bref, on est dans ces eaux-là. Quels étaient ces chiffres avant 2019? On était sur du 107, plus 7%, plus 7%, plus 10%, plus 11%. Voilà, on a clairement un joueur qui est très différent. Et là, on parle que de l'efficacité offensive, hein, finalement. Parce que c'est vrai que la défense, tu l'as dit aussi, lui, ce n'a jamais été un génial défenseur off-ball. Il y a toujours eu parfois un niveau moyen, voire parfois de petites erreurs, mais c'était pas très grave parce qu'il y avait ce côté défenseur très polyvalent, lui justement au point d'attaque et même pas que le point d'attaque, ça pouvait monter sur des postes 3 voire poste 4 parce que très costaud pour un poste d'arrière, assez grand, assez long, donc la défense on-ball était au niveau. Là, c'est vrai qu'avec les blessures ça affecte aussi la mobilité défensive, donc le niveau défensif était plus le même, mais surtout au niveau de l'efficacité, donc pour moi c'est là qu'il y a la plus grande perte, parce que on n'a plus le même rendement, qu'on n'a plus la même valeur en termes de, la valeur ajoutée offensive, très, très simplement. Et tu vois, tu regardes un peu le pourcentage de paniers assistés, finalement, on a globalement le même joueur, hein. On est autour des 80% de paniers assistés, comme avant, en fait, hein. Donc, il n'y a pas du tout un côté soit plus role-player qu'avant, soit au contraire, je veux plus de responsabilité qu'avant. On a grosso modo le même joueur. Au niveau des fautes provoquées, il n'a jamais vraiment été très bon, donc là, c'est pas non plus... c'est pas un domaine sur lequel il aurait pu chuter parce qu'il part déjà d'assez bas, hein. C'est pas un mec qui va provoquer des tonnes de lancers francs pendant les tirs, etc. Au niveau du 3 points, on est encore à 39%, ce qui est très bon, hein, 39%. Avant, il avait fait, les 2 années d'avant, il avait fait aussi 41 et 39%. Donc voilà, on est au niveau élite. C'est vrai qu'avant, on n'était pas au niveau élite, on était au niveau Uber élite. Voilà. C'est-à-dire qu'on était 42, 43, 44%, 45%. Et comme je le répète assez régulièrement, il y a le même écart entre 36, qui est la moyenne, et 40, qui est considéré comme élite. Mais il y a ce même écart entre 40 et 44. Donc, en effet, déjà, là, il y a peut-être une perte d'efficacité ici, parce que quand on est seulement élite à 40 et plus méga giga dieu vivant, Kyle Korver, JJ Redick, Klay Thompson, Stephen Curry à 43-44, déjà il y a une différence. Donc ça joue sur la perte d'efficacité par rapport à son prime, mais surtout comme on a dit, les blessures et l'âge font qu'on a une perte de mobilité en défense, mais aussi une perte au panier. Et si vous voulez regarder l'indicateur le plus intéressant par rapport à des blessures, allez regarder par rapport à Wes Matthews avant et après la blessure, allez regarder Isaiah Thomas avant et après la blessure à la hanche. C'est au niveau du panier que ça se voit, au niveau de la fréquence de tir au panier. Et là, c'est vrai qu'il avait jamais été génial, c'était pas son jeu, mais on est passé de 20-22% de fréquence au panier à peine 9 ou 10%, quoi. Donc la perte de rentabilité et d'efficacité, elle se fait là aussi. Et je pense qu'on est aussi juste sur quelqu'un qui vieillit et qui a plus ce jus-là et qui, en plus, à cause des blessures. Donc, c'est un peu triste. Alors, il est parti, on a tourné la page côté Warriors. Mais c'est aussi, malheureusement, une des raisons de pourquoi est-ce que ça marchait aussi moins bien. C'est que, justement, tout ce qu'il pouvait apporter de mouvement, de dynamisme, de shoot, de spacing d'élite dans son prime, c'est vrai que depuis la blessure, c'est un peu moins étincelant, quoi. Ouais, oui, clairement, c'est assez frappant. Depuis son retour de blessure, il est à 10% ou 9% au cercle. C'est ça, ouais. Et ouais, et avant, c'était pas génial, mais ouais, comme tu dis, il y a un manque à gagner là-dessus assez flagrant et ne plus avoir cet impact offensif réduit et avoir un apport défensif qui, franchement, je trouve négatif, ça fait un joueur qui finalement, avait pas plus la valeur qu'il avait précédemment. Et t'en as parlé un peu, mais du coup, je rebascule sur Podziemski et son efficacité, parce qu'il y a une stat qui est assez marrante. Enfin, une stat. C'est plutôt un ensemble de stats. C'est en termes d'efficacité par zone. Podziemski, en fait, il est pas mal, parce qu'il est 67% au cercle et 39% à 3 points. Et
Et bon, à mi-distance, il est à 39%, donc c'est pas génial. Mais on se dit, bon, bah, au cercle à 3 points, c'est ce qui compte, il va être super bon. Et en fait, le fait est qu'il prend très peu de 3 points, enfin, très peu. Peu de tirs au panier et peu de tirs à 3 points et énormément de mi-distance. Et du coup, on a une efficacité qui est mauvaise, même vraiment très mauvaise, mais uniquement de par le prisme des volumes. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est, j'avais fait ça, je divague un peu, mais vous comparez en fait les efficacités par zone avec un Cason Wallace qui est aussi rookie, c'est quasiment les mêmes. Quasiment à 1% près, 2% près. Et en fait, Cason Wallace, il prend que des 3 points ou des tirs au cercle, et il est, je crois, à 106 ou 107 de true shooting plus. Donc, il y a un écart de 15-16% avec Brandin Podziemski. Et donc, là-dessus, c'était aussi peut-être pour dire que c'est peut-être pas, on n'était pas condamné à avoir un joueur inefficace et un compromis d'inefficacité avec Brandin Podziemski, même si évidemment, par exemple pour aller au cercle, je pense qu'il y a des limites, même s'il a un très, très bon footwork, mais de taille et d'explosivité verticale et même horizontale, quoi. C'est un peu Podziemski contre Cason Wallace, tu dis, c'est un peu comme genre t'as deux élèves qui ont eu 14 sur 20 et 7 sur 20, sauf qu'il y en a un, il a eu 14 sur 20 en maths et 7 sur 20 en dessin, et l'autre c'est l'inverse, l'autre il a eu 14 sur 20 en dessin, en art plastique, et 7 sur 20 en maths, et du coup, bah ouais, la pondération elle est pas pareille, quoi, parce que les coefficients sont pas pareils. Donc là tu dis, il y a aussi ça avec Podziemski contre Wallace, c'est les deux ont à peu près la même efficacité, mais en fait quand tu pondères par rapport par rapport à l'importance et la rentabilité moyenne attendue, etc., il y en a un qui finalement est très efficace et l'autre qui est en dessous du niveau de la moyenne, quoi. Exactement. Et de beaucoup, il y a un gros écart. On parle pas d'un joueur qui passe de 101 face à un joueur qui a 99 de true shooting plus. On parle vraiment de 106 et 93, quoi. Donc ouais, il y a ce côté un peu. Alors c'est aussi parce que c'est un joueur que j'aime bien. Je le trouve vraiment cool à regarder. Mais même un peu, si on prend du recul rationnellement, on peut être optimiste. C'est pas un joueur qui est inefficace dans chaque zone, qui manque de toucher de balle, etc. Ouais. Et qui est finalement un peu. Alors je sais pas si la comparaison elle est bonne, mais LeBron. Non, je voulais pas dire ça, mais je voulais dire par exemple un Bruce Brown qui est pas forcément un joueur avec le plus de toucher de balle du monde, voilà, et qui restera un joueur, on va dire assez pas forcément très respecté. Je pense que Podziemski à terme ça peut être un joueur plus efficace que ce qui. En fait, j'ai l'impression qu'il a fait presque la pire chose possible pour être efficace cette saison, quoi. Et c'est pas anormal, c'est un rookie, quoi. Non, mais effectivement, bon, l'efficacité en plus, comme dit, hein, sur des jeunes porteurs de balles, on s'inquiète pas. Tous les jeunes porteurs de balles au monde qui ne s'appellent pas Haliburton, Kyrie ou Chris Paul, ils sont tous inefficaces. Donc voilà, c'est pas une anomalie, on va dire. Il a 21 ans, il est pas efficace, et c'est normal presque. C'est la norme. Après, j'avais noté une stat, moi, justement, sur lui, qui était 63. Et je pense que tu l'as aussi, c'est le pourcentage au lancer franc. Et pourquoi est-ce que je voulais citer ça? Pour poser la question, le shoot est-il réel avec lui? Est-ce que vraiment le jump shot il est pour de vrai ou pas? Et donc je cite les lancers francs parce que vous le savez, c'est toujours un excellent indicateur de ça, hein, du niveau de shoot, parce que shooter un lancer franc et shooter un jump shot, c'est a priori des qualités qui sont un peu corrélées, hein, tout ce qui est mémoire gestuelle, etc. Et donc 63% lancers francs, c'est extrêmement mauvais par rapport au standard des lancers francs, évidemment. Shooter 63% comparé à des... Enfin bref, vaut mieux 63% au lancer franc qu'un jump shot à un long tir de points à 32%. Mais bref. Mais voilà, il y a cet indicateur au lancer franc qui a l'air de dire attention, c'est pas top, quoi. Donc, essayons de creuser ailleurs. Au niveau du 3 points, cette année, il était à 38, 39, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, c'est bien. Mais voilà, quand tu mets le 3 points versus le lancer franc, tu dis lequel a raison, il faut que je me fie auquel, celui qui dit c'est un bon shooter ou celui qui dit attention, c'est pas forcément un bon shooter. Donc, essayons de creuser un peu. On voit qu'à Santa Clara, il était à quasiment 44% à 3 points, ce qui est énormissime, mais c'était sur 185 tentatives, donc c'était qu'une année, c'était un volume qui est pas si grand que ça, 185 sur toute l'année, en plus une distance qui était pas la même. Bon, mais c'est quand même plutôt rassurant, même s'il y a un tout petit échantillon. Lancer franc aussi, NCAA 77%, donc déjà on voit que c'est mieux. Donc, potentiellement, ça pourrait être le lancer franc en NBA qui est que, pour telle ou telle raison, de pression, d'ajustement, je sais pas quoi, voilà, c'est une mauvaise année. De petit échantillon aussi. Voilà, petit échantillon en plus, comme tu dis, c'est peut-être juste celui-là qui est pas significatif. Et probablement, je pense,
Mais dans tous les cas, moi, je pense que je pointerai un peu ça du doigt comme le point de bascule de son profil, parce que le passing, c'est un excellentissime passeur en l'état. Alors, c'est pas un passeur créateur, mais comme dit, un passeur fluidificateur assez génial. La défense aussi, on en a déjà parlé, mais pour moi, clairement, le step-up et l'importance, et potentiellement un poste de titulaire, un gros minutage, pour moi, il passera par justement le 3 points. Est-ce qu'on a un vrai shooter ? Parce que, tu l'as dit aussi, mais le côté aller au panier, mettre de la pression au panier, être un driver d'élite, je pense que ça paraît improbable, en tout cas, je dirais pas impossible, mais improbable. Donc ça m'a l'air d'être le point de bascule, ce shoot, et c'est pour ça que quand j'ai vu ce 63% dans ces francs, ça m'a un peu étonné. Et vous voyez qu'en creusant un peu à droite à gauche, en essayant de récupérer d'autres indicateurs, on se dit, ah, bon, finalement, c'est peut-être pas si cata que ça, c'est peut-être juste une mauvaise année sur ce lancer franc. Et voilà, si le jump shot est là, pour moi, on a clairement potentiellement un titulaire NBA poste derrière, hein. Pas forcément, ça va pas être ton meilleur titulaire ou le deuxième, mais un excellent titulaire NBA qui peut jouer 30 minutes et qui est défenseur connecteur assez génial, quoi. Ouais, exactement. Et avec du coup, voilà, la bascule de l'efficacité, quoi, j'ai envie de dire. Qui doit être effectué. Mais c'est vrai que voilà, pour attaquer les close-out, il aime bien avoir son petit, tu sais, le pas négatif, partir en dribble avec le pas négatif, etc. Et puis, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à aimer, et finalement, il y a, je sais plus combien il a tiré de lancer franc, mais il en a pas tiré énormément. Donc, voilà, si on peut être positif, je pense, sur Brandin Podziemski, et ça en ferait un joueur, en fait, comme tu l'as dit, on va pas paraphraser, mais un joueur en fait déjà positif dans son année 2, enfin 2 ou 3, on verra quand est-ce que l'efficacité viendra, si elle vient un jour, mais en fait il manque pas grand chose pour avoir un joueur vraiment impactant dans une très bonne équipe, quoi, parce que faut aussi dire que une fois qu'il est rentré dans la rotation avec de grosses minutes, ça coïncide aussi avec les bons passages des Warriors, quoi. Faut mettre en parallèle. Effectivement, on n'est même pas sur 80 lancers francs sur toute l'année, parce que il en fait un par match, et donc il joue 74 matchs. Donc on est à 79 lancers francs sur toute l'année. Échantillon, comme tu dis, pas encore représentatif. Donc ce qui explique aussi peut-être ce côté anomalie de ça sort d'où le seul indicateur qui est mauvais sur le shoot, d'où il sort. Alors que quand on regarde les autres, ça a l'air bien. Quand on regarde, comme tu dis aussi, le toucher de balle en match, sur les finitions, il y a du toucher, donc ça rassure aussi. À échantillon à peu près, on commence un peu à être rassuré, c'est autour de 250-300. Au bout de 800, on est à peu près sûr du niveau. Et voilà, quand on arrivera l'an prochain, d'ici 1 ou 2 ans, peut-être avec un échantillon de 300 lancers francs tentés en carrière NBA, on aura déjà une première vraie idée de ce niveau, mais pour l'instant, donc celui-ci à mettre un peu entre parenthèses. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.